comment tu fais pour recruter les meilleurs, les garder? Bah, faut les impliquer. Et moi, je trouve que je mets beaucoup d'importance, tu vois, dans l'esprit d'équipe, qu'ils se sentent pris dans le projet et qu'ils ont envie de le développer, et qu'ils se voient dans la boîte où ils seront 1000, tu vois, et qu'ils se disent, j'étais là au tout début. Paul, Jérôme, ravi de vous recevoir aujourd'hui sur ce talk, parenthèse. Ouais, merci. Vous avez fondé deux sociétés, des SaaS. Est-ce que vous pouvez présenter rapidement ce que vous faites et qui vous êtes? Bien sûr, carrément. Vas-y. Je démarre. Ok, moi c'est Jérôme Berlotti, j'ai 31 ans. J'ai cofondé une boîte qui s'appelle Riot. C'est une boîte de cybersécurité. On fait de la formation cyber pour entraîner les employés à pas se faire avoir par les hackers. En fait, aujourd'hui, 80% des cyberattaques démarrent par des emails de phishing, des SMS, des coups de téléphone. Et on entraîne les employés pour qu'ils arrivent à détecter et signaler ça. Donc là, ça fait, presque 2 ans et demi que la boîte est montée. On est très présent en France. On a commencé à lancer les US, qui est un peu plus difficile. Mais en France, on a une cible mid-market qui prend hyper bien. On est hyper content. Vous êtes sur des TPE, PME qui ont besoin, qui n'ont pas forcément de DSI ou... En fait, si. Nous, ce qu'on vise, c'est justement des boîtes qui ont au moins un RSSI, donc un responsable de sécurité du système d'information, et à peu près entre 500 et 2000 personnes. Et toi Paul, on s'est eu plusieurs fois par le passé. Nous aussi, on est client à Mojo. T'as monté la boîte il y a 3 ans, c'est ça? C'est ça, donc j'ai monté Mojo il y a 3 ans. Juste avant, j'avais connu une expérience de sales et ensuite de manager sales en France et en Allemagne chez Doctolib. Ça m'a vachement inspiré pour monter Mojo, et donc on a créé un outil qui transforme la productivité des équipes commerciales, équipes clients, donc tant des commerciaux que des équipes succès ou des équipes support, avec des fonctionnalités clés sur d'analyse de conversation, donc comment les commerciaux peuvent s'entraider entre eux, se challenger entre eux, répliquer ce qui fonctionne chez l'un et chez l'autre. Et en deuxième, toutes les fonctionnalités en fait qui peuvent automatiser plein de tâches à très faible valeur ajoutée, plein de tâches administratives. Si on a des commerciaux qui nous écoutent, ils utilisent tous un CRM. Et donc remplir le CRM, par exemple, c'est une tâche hyper administrative, hyper chronophage. Et donc on vient automatiser ça, notamment avec des intégrations avec, maintenant tout le monde connaît ChatGPT, mais donc avec OpenAI. Donc c'est une boîte de près de 70 personnes. Donc ça fait plus de 3 ans. Et on est en France et aussi en Europe. Et en fait, toi, tu étais au début de l'aventure, parce que vous n'avez pas tout à fait la même, effectivement, histoire. Ouais, pas tout à fait la même chose. Donc moi, je suis CEO et co-founder. Donc je suis parti de Doctolib avec l'idée en tête, et j'ai proposé ensuite à mes 2 associés, Com et Mathieu, de me rejoindre. Donc oui, au tout départ. Ok. Ouais, tandis que moi, en réalité, je suis plus late founder. J'ai rejoint Benjamin à Nether, qui lui était CTO d'October. Il a monté Riot en side project d'October, et je l'ai rejoint. Donc il a démarré à Y Combinator à San Francisco, et je l'ai rejoint à peu près 1 an et demi quand il y avait déjà Louis Cibot qui est l'autre cofondateur, et je l'ai rejoint 1 an et demi après le départ. Et quelques clients. Et quelques clients, ouais, carrément, bien sûr, il faut pas négliger. Ouais. Donc, tous les deux, vous êtes plutôt, est-ce que vous vous définirez comme des founders sales ou pas particulièrement? Vous aviez un prisme quand même développement, business à la base, c'est ça? Ouais, on est tous les deux différents, évidemment. On a ce point commun qui est on adore ouvrir les portes, on adore déplacer la montagne, donc on a cet ADN très sales. Ouais, Paul est plus complet que moi. Moi, je suis vraiment focus sales. Toutes mes expériences étaient en tech. Donc au début, j'étais sales, et puis ensuite j'ai commencé rapidement à leader des équipes, ensuite à manager, et puis même à structurer des équipes assez importantes chez Sendinblue où j'avais 60 commerciaux. Et donc j'ai vraiment cet ADN. J'ai monté rapidement une boîte que j'ai revendue très vite après. Et ouais, donc je dirais que Polo est plus complet que moi sur d'autres sujets que la vente, quoi. On a tenté de monter des boîtes aussi, évidemment. Ah ouais. Un peu en mode discret. Mais on avait déjà cet ADN quand on était encore à l'école. On bossait avec des joueurs de foot professionnels. Okay. On essayait de bosser leur communication. C'était le tout début des réseaux sociaux, et on se prenait pour des gros fuckers juste parce qu'on avait Facebook, quoi. Et en fait, non, attends, c'est assez marketing en plus. On développait des pages Facebook pour des joueurs de foot pas hyper connus. Énorme. C'était en quelle année, ça? 2012. Ouais. Il y avait un gars, il y a ce logo. Parce que Facebook en 2012, c'est vrai que c'était là où il y avait encore énormément d'interactions organiques. On était à 600 000 followers sur une page.
Ce qui était énorme. Arsenal nous avait appelé en mode arrêtez. Arrêtez. Et José Mourinho a pété un câble et tout. Parce que j'avoue qu'on s'appropriait un peu le joueur, quoi. Tu vois, on envoyait les posts nous-mêmes et tout. Non. Et en fait, on faisait ça et du coup, c'était les premiers call qu'on faisait. On appelait tous les agents de foot et on les appelait pour essayer de choper leurs joueurs et de démarrer des pages Facebook, Instagram pour eux, quoi. Mais comment vous êtes arrivé à justement à avoir ce goût du défi ou de l'ouverture de porte? C'est depuis tout petit ou c'est genre, je sais pas, il y a une expérience qui vous a... C'est une personnalité avec laquelle tu nais et puis après tu te construis. On avait la chance de s'entendre tellement bien depuis le début de notre vie, donc on est on a su se construire aussi en complémentarité, mais aussi à se challenger. Jérôme, à la fin de ses études, il rencontre Mark Zenver qui est un des founders de Rocket Internet et il est encore à l'école et le gars lui dit Are you in? Et c'était pour monter Foodora en France. Et ça, c'était hyper inspirant pour moi. J'espère que j'ai eu des aventures qui ont inspiré Jérôme aussi. Mais donc là, il a vraiment monté la barre. Enfin, je me dis, ok, c'est possible. C'était une expérience incroyable. Il est devenu directeur commercial. Il avait 24 ans. Et donc, c'était hyper inspirant. Et je pense que t'es aussi, quand tu grandis, tu prends un peu l'inverse, par exemple, de tes parents, de tes proches. Nous, nos parents, c'est pas du tout des vendeurs. Si tu parles à notre père, il va te mettre un tunnel de 3 heures. Au bout de 3 minutes, t'as te décroché, tu vois. Sur la comptabilité. Et en fait, je pense qu'en grandissant, en les voyant faire, tu prends un peu le contre-pied parfois. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'on soit devenu un peu vendeur, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi des moments où vous vous êtes dit, bon, voilà, c'est possible. Vous avez, voilà, sur par exemple, les pages Facebook, enfin, vous avez senti qu'il y avait un gros truc à faire, sur pareil, cette histoire Foodora. Enfin, il y a des éléments qui font que tu te dis, bon, bah, pourquoi faut que j'aille aussi moi-même, il y a des choses à faire. En réalité, je pense qu'on réfléchissait pas trop. C'était juste excitant. Nous, ça nous excitait. Ça nous faisait pas trop peur bon, les joueurs de foot, c'est un exemple, mais il y en a eu plein d'autres. Et tu vois, de démarrer comme ça et d'essayer de vendre, quoi. Et le fait d'avoir monté là, d'être sûr du SaaS, c'est vraiment quelque chose où vous vous êtes dit, je veux faire du SaaS. Il y a des valos, il y a du scale. C'est choisi de base. Moi, je trouve que j'avais monté une première boîte en Afrique juste après mes études. J'ai monté une première boîte en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et qui était plus un délire entrepreneurial / voyage. J'étais hyper attiré par l'Afrique, j'avais envie de découvrir ça. Et donc, expérience de dingue, mais au bout d'un an, je comprends quand même que le business est hyper limité. Et je sens une ambition plus forte en moi, donc je me dis, je regarde un peu ce qui se passe. Jérôme est chez Foodora en France. Je sens que le business, c'est plus nerveux, ça a l'air d'être plus gros. Et en fait, je découvre le SaaS parce que quand je rentre en France, Jérôme me parle d'une boîte dont j'avais jamais entendu parler, qui est Doctolib. Et en fait, tu arrives dans un terrain de jeu, ça aurait pu être une autre boîte, et probablement que ça m'aurait inspiré ma next step. Ouais, je crois qu'il y a un énorme facteur chance, opportunité. Ouais. Tu vois, moi, Foodora, vraiment, j'y suis allé par hasard. C'est une pote qui m'avait fait une introduction, etc. Je comprenais rien. Et j'y suis arrivé, donc j'étais là, et voilà, j'ai saisi l'opportunité. Et après, c'est devenu ce que c'est devenu. Et ensuite, on est resté dans le SaaS, parce que moi, j'ai l'impression que c'était la seule chose que je connaissais, tu vois, la tech en tout cas, tu vois. Ça restait ça. Et pour revenir un petit peu sur la partie, donc vous avez monté vos boîtes, donc il y a 3 ans, c'est ça pour toi, et toi c'est 2 ans. Ouais, je pense que c'est à peu près quasiment le même timing. Hein. À peu près, ouais. Et est-ce que, à ce moment-là, vous avez senti aussi sur le marché vraiment une adoption du SaaS qui vous a permis de scaler rapidement ou ça a été quand même difficile? C'est sûr qu'on a, sans le vouloir, on a été sur un timing incroyable sur le marché du SaaS. Les 5 dernières années, donc aussi bien en France mais dans le monde entier, c'est une explosion du business SaaS. Et alors, on est hyper jeune en termes d'expérience, comme tous les gens qui sont dans ma boîte. Et donc peut-être que les gens se rendent pas compte, mais c'est extraordinaire. Le mot SaaS n'existait pas. Enfin, ça existait, mais ça restait des très grosses boîtes, Salesforce, etc. Il y a à peine 5 ans, j'exagère un peu, mais 5, 6, 7 ans, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, j'étais à une conférence sur le no-code et sur
Il parlait d'IA et de no-code, il disait qu'il allait avoir en plus une explosion des applications en fait, parce que il y a des choses que tu pouvais pas faire avant, qui te coûtaient cher à faire. Tu n'avais pas de pote dev et là t'as le no-code. Ouais, exactement. Ouais, donc il y a aussi une accessibilité du SaaS qui fait que les usages se développent encore aujourd'hui. Même si et c'est des modèles qui sont ultra aussi scalables et bon quand tu réussis à les faire fonctionner aussi, on va peut-être en parler un petit peu plus. C'est sûr, bien sûr. Et ça, c'est des réflexions que vous avez dans vos business plans à 3 ans, à 5 ans, l'intégration de l'IA, des choses de ce type-là, ou pas trop encore? Nous c'est quotidien. Tu vois, l'IA, ça fait 3 ans qu'on en fait. Les algos n'ont rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. C'est incroyable. Nous, donc on a de l'enregistrement de conversation et du transcript. Et quand on a lancé Mojo, je me disais, mais je voyais la qualité du transcript, c'était horrible. C'était absolument pas ce qui a été dit. Et en fait, je me suis dit, en fait, c'est sûr que je sentais que ça allait progresser. Je pensais pas à cette vitesse. Mais tu avais déjà la confiance ça va s'améliorer, et c'est aussi pour ça que je crois dans le projet. De toute façon, tu as envie de te lancer, donc tu te dis go, quoi. Et donc tu te lances, mais c'est vrai que donc c'est des premiers algos d'IA, le transcript. Et là, avec tout ce qui se passe sur OpenAI, de pouvoir envoyer des masses de transcripts pour que ça soit ensuite résumé. Ouais, bien sûr. Et ça change un petit peu les perspectives que tu peux avoir, j'imagine, dans Mojo en 2-3 ans, parce que du coup, tu vois le truc évoluer sur les dernières années. J'imagine que tu vois des perspectives, on va dire, pour plus loin aussi. Ouais, en fait, déjà, c'est hyper intéressant de voir aussi l'environnement concurrentiel qu'il y a aux États-Unis. En fait, c'est des boîtes qui se sont montées sur nos concurrents, qui sont montées en 2015, etc., donc qui ont une tech déjà assez lourde, hyper aboutie. Et ça peut être, nous, une opportunité de malade mental, de se dire, on a une tech qui est beaucoup plus fraîche, on peut s'adapter beaucoup plus rapidement. Et tu vois, déjà, avec 5 ans de différence... C'est énorme. Tu te dis, mais ce qu'on vient de faire, et forcément, ils vont vouloir copier. En fait, tu vois qu'ils mettent beaucoup de temps à le faire. Et c'est pas des peintres, c'est juste... la tech, c'est difficile à scaler. Et donc oui, évidemment, sur la roadmap de transformer la productivité des équipes commerciales, évidemment que ça a énormément d'impact, que dès aujourd'hui, tu vois, on fait du résumé de conversation automatique, sans prise de notes. On peut imaginer que demain, là c'est demain matin en fait, remplir des champs customisés du CRM, proposer des mails de follow-up à... Ouais, tu peux le faire directement. Exactement. Et tout ça, c'est des sujets, si je t'avais dit ça il y a 3 ans, d'ailleurs c'est ce qu'on disait, mais en vrai, on n'avait aucun plan. Et tu disais, mais comment on va pouvoir faire un truc pareil, quoi. Et toi, Jérôme, au niveau de ton métier En fait, nous, tu vois, sur le produit, on regarde à fond ce que font les attaquants. Tu vois, donc en gros, ChatGPT, enfin OpenAI, ça te montre à quel point, si c'est entre de mauvaises mains, ça peut avoir des impacts de ouf. Tu vois, les textos, les emails de phishing que tu reçois, ils sont pas très bien faits parce qu'en fait, ils font ça à la masse, pas très personnalisé. Mais aujourd'hui, demain, là, tu dis à ChatGPT, est-ce que tu peux m'écrire un email de phishing pour viser les employés de Doctolib en te faisant passer pour le CEO, même pas besoin de trouver le nom, et fais télécharger une pièce jointe. Et là, il te rédige un email at scale pour tous les employés qui va te personnaliser, etc. Tu vois. Avec la bonne tonalité. Avec la bonne tonalité. Et tu trouveras toujours une personne qui va être la faille. Et tu vois, donc ça t'a pris 6 secondes. Et là, en fait, t'attaques 4000 employés et t'as une probabilité de réussite. Nous, quand on teste ce genre d'email, il y a une personne sur 2 qui donne son mot de passe. Et du coup, là c'est la lecture de l'attaque, mais du coup, ce serait quoi la défense En fait, du coup, la meilleure défense, c'est tu prends cette arme et tu l'utilises en test sur les employés pour les entraîner. En fait, tu vois, c'est un peu militaire, mais tu utilises cette technologie pour entraîner tes collaborateurs, pour les mettre en conditions réelles. Et nous, c'est ce qu'on fait. Donc, on a déjà intégré GPT là sur le produit. On a envie de l'intégrer vraiment un peu partout parce que, en fait, c'est sans limite. Mais c'est toujours cette idée de personnaliser l'expérience autour de l'individu, tu vois, de l'employé que tu formes, pour le mettre dans les conditions réelles et lui mettre une formation ultra personnalisée. Et là, vous arrivez, il n'y a pas de limite d'utilisation de requêtes sur l'API GPT? Oula, j'en sais rien. Non. Non, mais tu dois... Non, mais c'est sûr que en fait, je crois qu'on le paye, je crois que ça coûte assez cher même. Mais je pense pas qu'on ait de limite aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est impressionnant, le GPT-4 notamment. On se demande ce qui va sortir en 5, en 6, etc. Parce que je te rejoins sur le côté, tu parlais avant à Siri ou à Google Home et tout, Alexa, tu te dis bon, c'est bien, mais bon, c'est pas terrible. Oui. Et là, tu te dis non, mais là, c'est impressionnant. Il y a une step qui a été passée, et c'est vrai qu'en termes d'usage,
ouais, ça, moi, t'as envie de tout automatiser, quoi. C'est clair que sur le sales ou sur la cyber, mais tu peux vraiment automatiser pas mal de choses, quoi. Ouais, clairement. Et d'ailleurs, tu vois, là, je parle en tant que commercial, ce qui est très stylé, quand on a intégré GPT sur le produit et que tu fais une démo au client et que tu lui montres la fonctionnalité de GPT, en fait, tu vends GPT. Donc, il est forcément impressionné, tu vois. Et donc, tout d'un coup, ton produit prend énormément de valeur, tu vois. Et à chaque fois, tu vois, quand on fait des démos avec des clients un peu balèzes, tu leur montres ça. Et en fait, c'est pas ton produit, tu as juste fait une intégration et ils te regardent en mode waouh, waouh. Ils sont impressionnés, tu vois, à la hauteur que nous tous quand on a vu GPT pour la première fois, quoi. Et ça, vous l'avez eu sur d'autres un peu features. Est-ce que c'est justement quelque chose que vous cherchez à faire, c'est-à-dire d'avoir un peu une features phare ou headlight, où quand vous la présentez, il y a un effet wow du style, ouais, ça... Il y a une roadmap hyper tactique sur quelles sont les 4-5 fonctionnalités que tu vas pouvoir faire avec GPT et qui vont être toutes waouh. C'est sûr que tant ce que Jérôme explique, mais sur d'autres business, tous les SaaS là font des posts en mode regardez votre intégration. Sur Product Hunt, c'est que du. Tout est en IA. Tu vois, même Salesforce fait une intégration avec GPT, même des grosses boîtes quoi, qui update, qui actualisent leurs produits avec ça. Donc je pense qu'il y a très tactique, plein de fonctionnalités qu'on peut développer, mais aussi sur du très long terme, je pense qu'il y a aussi et c'est là où pour moi c'est intéressant, c'est que les cartes sont en train de se rabattre. Salesforce, ils sont créés en 98, ils ont au moins 20 ans de roadmap qui était avant une barrière à l'entrée pour toi. Construire un rapport, ce truc-là ici, toute cette complexité, tous ces produits qui faisaient en fait la difficulté de battre Salesforce. Tout ça, ça va devenir. Enfin, c'est presque un reset. Hein. C'est presque un reset. Ouais. Google, c'est pareil, hein, on voit de notre côté. Je pense que c'est très flippant pour eux. C'est la première fois. Je pense. Ouais. Tu vois les parts de marché. Enfin, il y a quelques papiers sur les parts de marché qui perdent à la journée. Enfin, ça va même au-delà de ChatGPT ou autre. Ça va même sur l'usage. Il y a l'attaque sur l'usage de Google par les jeunes générations, mais aussi ChatGPT qui peut venir tout basculer. Les deux ensemble, ça peut être très 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 compliqué. Non, mais en fait, ce qui change tout, c'est le fait de pouvoir arriver à un résultat final avec un prompt VS et du code également, VS construire le produit et le soft ligne par ligne. Voilà, alors que là, tu dis, je veux ça, et on te le fait. Donc, c'est vrai que ça change effectivement les barrières à l'entrée. Mais non, c'est assez impressionnant. Je voulais revenir sur la partie un peu, parce que vu que vous êtes au cœur du SaaS, moi, j'ai la vision d'un cycle de développement initial qui coûte très cher. Est-ce que justement, peut-être que ça change maintenant avec ces outils-là, mais vous, de votre expérience, je sais pas, moi, j'ai en tête qu'à moins d'1 million d'euros d'investissement dev, bon, tu fais rien, quoi. Tu vas pas très loin avec ton produit. Vous, au début, quand vous avez lancé, est-ce que tu as besoin d'avoir effectivement une équipe de dev complètement aboutie avant de sortir quelque chose d'intéressant et de faire du chiffre, ou tu peux le faire vraiment à petite échelle finalement avant même de lever potentiellement? C'est intéressant parce que nos approches sont hyper différentes. En fait, moi je trouve que c'est ta priorité, ça doit être le MVP. Donc en fait, tu es capable de construire un produit ultra basique que tu es capable de vendre, tu vois. Et ça, honnêtement, moi dans une boîte précédente, le MVP, il m'avait coûté 50 000 euros, tu vois. Et en fait, tu prends des devs externes, le temps de recruter un CTO, si tu as besoin de recruter un CTO, tu vois. Et une fois que tu as ce MVP, boum, tu arrives à avoir des premiers clients. Et donc, en fait, ton investissement de départ, c'était 50 000. Tu t'es lancé comme ça. Et après, en fait, au fur et à mesure que les clients arrivent, tu améliores ton produit. Et après, tu peux passer en levée pour accélérer. Ouais, et on peut même rajouter... Nous, avant d'avoir un MVP, on avait des screenshots. Okay. Et on est allé voir des clients. Donc, de toute façon, les 10 premiers clients... en tout cas, je ne saurais pas faire une vente pure produit auprès de 10 premiers clients qui, en fait, voient des screenshots sur la table et n'ont pas du tout envie de se lancer dans un truc risqué. Personne n'a envie d'être le premier. Donc, nous, c'était plutôt, écoute, voilà la MVP. En fait, le produit existe, il est juste en pause parce qu'on l'a construit. Il y a des retours de malade mental de telle boîte. Personne n'a appelé, heureusement. Et en fait, on a lancé nos premiers clients comme ça. Et on a construit ce momentum. Donc,
il y a cette possibilité. Puis toi, il y avait des gens qui avaient développé pareil. T'avais eu un MVP assez rapidement, non, pour Mojo. Exactement, mais tu peux co-construire aussi avec tes clients ou des bêta-testeurs ou des choses comme ça. Ouais, exactement. Et ça, en fait, tu valides. Si tu arrives à valider déjà OK, je suis prêt à signer, bon, bah, t'es plus à l'aise de mettre 50 000 € ou un peu moins sur la table. Mais d'ailleurs, même, je pense que c'est même déconseillé d'investir énormément sur ton produit avant de vendre. Parce qu'en fait, si t'es pas le premier utilisateur de ton produit, tu vas peut-être développer des fonctionnalités qui pour toi ont de la valeur et pour tes clients finaux n'en ont pas. Et donc, si tu t'es lancé avec un investissement titanesque là-dedans, et qu'en fait... il y a quelques comptes exemples, tu vois, Notion, Slack, et en fait, tout le monde les cite, mais Notion et Slack, c'est vraiment des ovnis. Je pense que en tout cas, le go-to-market plus maîtrisable, c'est quelque chose de vraiment crappy, et on commence à aller chercher des clients. On verrouille très humainement, en fait. Au début, c'est churn pas, surtout. Enfin, on est amis. Et puis on a vu comment ça prend, quoi. Je t'aime. On est potes, quoi. On est amis. Mais sur la partie, justement, MVP, est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, vous dites, j'en serai jamais un MVP sur tel ou tel sujet parce que c'est pourri, ça marche pas. Est-ce qu'il y a un peu des bonnes pratiques là-dedans de te dire, bon, bah, il faut que le secteur soit porteur. Enfin, vous êtes tous les deux sur des secteurs hyper porteurs aujourd'hui. La cyber et je sais pas, sales enablement, si je peux dire. Donc, tu es quand même porteur de revenus à la fin de la journée. Tu apportes de l'efficacité commerciale. En réalité, ça serait raconter des histoires de dire que tu le vois au début. Quand j'ai monté Mojo, j'avais 29 ans. Tu n'avais pas cette analyse-là spécialement. En fait, j'avais juste surtout un playbook du how, vraiment comment faire par ce que j'ai vécu chez Doctolib, et je l'ai répliqué sur un secteur qui d'ailleurs n'avait rien à voir. Juste, je connaissais bien le métier de commercial, et c'était une chance extraordinaire de... Mais c'était pas genre toi l'histoire, genre ouais, moi j'avais un pain, c'était trop compliqué. J'avais un pain, j'ai essayé de le résoudre, j'ai vu qu'il y avait des boîtes aux US, et ça, pour moi, c'est énorme aussi. Tu vois des boîtes qui sont en train de se lancer aux US, qui sont en train de cartonner, tu les appelles, ils te disent que l'Europe... Tu leur dis que t'es en France, ils te disent j'adore la Croatie, véridique. We love Americans, mais tu vois, c'était leur réponse, et je me disais j'ai mis un mois à me dire attends, c'est quand même un truc de ouf, j'ai envie de le faire, et donc j'ai senti le truc, ça a plutôt bien tourné. J'encouragerais plutôt à faire ça. Si j'étais entrepreneur et avec rien aujourd'hui, je serais sur Product Hunt toute la journée, et je regarderais les boîtes aux US qui sont en train de se lancer et qui cartonnent, go. Et qui sont à 5 ans peut-être et pas à 2 ans, et avec une stack un peu... Ouais, non, mais même de 2 ans, tu vois, qui ont un peu de traction, et enfin même une bonne traction, tu choisis bien le projet, et go, et en fait c'est construire à partir de ce que eux ont construit, pour ensuite construire ta vision par-dessus. D'ailleurs, c'est assez marrant ce que tu dis, par exemple, effectivement, sur le côté les US qui arrivent pas, enfin, ou qui n'ont pas envie de prioriser, par exemple, la France. Nous, on allait plusieurs fois à Dublin, notamment, et quand tu vois les GAFA là-bas, et que les ops qu'ils ont sur l'Europe, les Américains, ils sont souvent... à traiter l'Europe comme les US, quoi. Ouais, c'est vas-y, la target c'est ça sur tel pays, et en fait t'es là, non, mais en fait il y a une adaptation locale, nous c'est beaucoup plus latin, il y a une question de réseau, enfin c'est beaucoup plus dur de lancer une campagne, de dire vas-y c'est bon, l'Europe c'est plié, c'est terminé, quoi. Et parfois c'est un peu l'approche. Il y a 15 ans, t'avais des boîtes comme Price Minister, etc., qui disaient Mr. Good Deal, on lance une boîte, on regarde ce qui se passe aux US et on lance en France. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus une boîte française, allemande, on lance en Europe. Donc il y a déjà beaucoup plus d'ambition. Et il y a même maintenant des boîtes, on y est là, des boîtes on a lancé l'Europe, maintenant on va aux US et ça marche. Et sur les 5 dernières années, c'était moins évident, mais là aujourd'hui, on a quand même des beaux exemples de boîtes qui arrivent. Et toi, t'es allé en Allemagne, c'est ça, non? Ouais. Pour Doctolib et pour Mojo aussi. Ouais. Et du coup, ton expérience sur la partie justement Europe et bon moment, on va dire, de se lancer sur plusieurs marchés à la fois? En fait, on avait fait une erreur chez Doctolib que j'ai refaite chez Mojo, qui était on ouvre un pays et on recrute une star et il va construire. Donc vraiment, c'est très top-down. Ok, l'Allemagne, ça a l'air vraiment bien comme zone géographique, comme zone business. Donc on recrute une star, il va nous ouvrir le pays. Et en fait, ça, c'est prendre énormément de risques parce que la transmission de savoir se fait très très mal.
Et on a changé maintenant notre fusil d'épaule, et ce qu'on fait maintenant, c'est plus une approche par zone, et on commence bottom-up, donc c'est-à-dire par le bas, et on a des très bons commerciaux chez Mojo, et qui, eux, leur rôle, c'est de dire, je suis 100% bilingue, anglais, français, je vais aller chercher toutes les boîtes en Europe, qui ressemblent à nos clients en France, et qui sont OK de faire la vente en anglais. En réalité, il y en a plein. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Pas forcément par pays, quoi. Et non, plus par zone. En fait, je veux voir toutes les boîtes en Europe, dans ces zones-là, qui ressemblent à mes clients. Donc, probablement le même message. J'espère que le client que j'ai là va leur parler. Il y a des SaaS qui prennent pas forcément le temps aussi de développer leur outil dans toutes les langues en Europe. Ils font de l'anglais et basta. Et ça marche. Ouais, clairement. Donc, plus cette approche bottom-up. Et une fois que tu as quelque chose, là, tu vas pouvoir créer de la structure, alors probablement avec un recrutement clé, ou alors un des top sales qui s'est illustré et qui est prêt à prendre l'étape du dessus. C'est des belles histoires. Mais je trouve que bottom-up, si tu as pris des gens que tu avais onboardés dans ta boîte, qui sont là depuis longtemps, qui connaissent la culture, qui connaissent le produit, nous, c'est ce qu'on a fait aux US, on a fait bottom-up avec des gens qu'on a mal formés. Et en fait, au bout d'un mois et demi, ils sont venus 1 mois et demi en France, ils ont fait l'onboarding chez nous, et puis après, ils sont allés aux US, quoi. Et donc en fait, là, t'as 2 jeunes dans la nature, pas du tout encadrés, tu les manages pas du tout de la même manière, il y a une time zone qui est différente, t'es pas assis à côté d'eux, et tout ça, en fait, on se rendait pas compte, on se rendait pas compte de l'importance de la petite phrase que tu dis quand il a raccroché, exactement, parce qu'en fait, t'as entendu son call, tu vois. Ou alors, il entend la conversation avec les 2 devs sur la nouvelle feature du produit, et en fait, quand le décalage qu'il y a entre nos sales américains et nos sales français, c'est comme s'ils vendaient 2 produits différents, tu vois. Et ça, c'est un peu un mistake qu'on fait pas mal de boîtes françaises, je crois. Donc tu dirais profil peut-être un peu plus senior, du coup, qui ont vraiment l'habitude de ton produit, de ton pitch. Et qui, Je sais pas si on a trouvé la recette secrète, parce qu'on a toujours pas réussi vraiment à lancer les US. Néanmoins, là, ce qu'on veut faire, c'est plus avoir des gens qu'on va recruter sur le siège parisien, qu'on va onboarder pendant 8 mois, voire 1 an. Et en fait, tu crées un mouvement, tu crées une dynamique sur le marché des US depuis la France. Et si ton sales, il est capable de faire sa target américaine depuis Paris, ok, c'est le bon moment, tu vois. Oui, c'est ça que j'allais vous demander, c'est est-ce que vous pensez que c'est possible d'opérer depuis Paris, du coup, une strate internationale, quoi. Ouais, moi, je pense... en fait, c'est drôle, tu vois, chez Sun Nimlou, on avait lancé les US et ça avait cartonné. Et j'avais pas repéré pourquoi. Je m'étais dit, ok, on a juste des bons commerciaux, il y a eu un super marketing, on a trop géré. Et en fait, il y a eu un élément où, je sais pas, qui est passé presque invisible, mais notre premier commercial qu'on a envoyé, ça faisait 2 ans qu'il était dans la boîte. Il parlait parfaitement anglais. Et il y a eu une erreur, il y a eu un problème de visa, et il a dû patienter 8 mois dans le siège à Paris. Et du coup, pendant ce temps-là, il a commencé la vente aux US. Et on s'en est pas rendu compte, mais quand il est arrivé aux US, il avait déjà un pipe, il avait déjà des clients, etc. Et du coup, il a préchauffé, quoi. Ouais, il a préchauffé. Et quand il lançait le marché américain, il était toujours dans le sales office français, où ça bouillonnait, et il y avait du bruit, de l'activité, ses amis, tu vois. Et donc, tu te sens bien, et tu le lances, quoi. Ce qu'on se dit souvent, si t'es pas le natif, ça peut être compliqué aux US, etc. Lui, c'était un natif où il avait quand même son petit accent Frenchy. Ouais, il avait un accent Frenchy, ouais. En fait, ça, je pense, honnêtement... Ça aide à closer. Non, mais je pense que les Américains, ils s'en fichent un peu de l'accent. Ils s'en foutent, tu sais, quand tu vas aux États-Unis, le nombre de gens qui ont un accent, je suis d'accord. Ils s'en foutent. Il y a beaucoup d'Indiens, il y a de d'Hispaniques, tu vois. Et c'est pas trop un problème. Ouais. Intéressant. Ouais. Et du coup, moi, je suis impressionné par votre capacité à y aller direct sur l'étranger. Pourquoi vous dites pas, tiens, finalement, je me concentre sur la France. Vous voyez direct les limites du marché ou le potentiel de votre produit parce que c'est quand même rajouter une grosse complexité. Et un défocus aussi. Oui, un défocus, etc. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, je vois plein de boîtes qui sont hyper à l'aise avec un développement international direct. Franchement, moi, je suis assez impressionné. Ouais, ça dépend évidemment de la nature de ton produit. Si une boîte qui a un produit qui est applicable en France, donc Doctolib par exemple, c'est très applicable au système de santé français, qui n'est pas du tout le même en Allemagne et rien à voir aux États-Unis. Donc c'est très difficile de s'exporter. Et en revanche, généralement dans ces business-là, alors là je pense que c'est généralement et peut-être un peu de trop, mais c'est un marché qui en France est beaucoup plus profond. Le marché de la santé en France, juste le PIB, en répartition, c'est 11 milliards, c'est beaucoup.
Alors que sur des SaaS comme les nôtres, c'est très horizontal. Donc, c'est un défocus juste sur l'exécution commerciale. Tu n'as pas d'adaptation produit à faire. Donc, tu peux, tu vois, nous très rapidement, on a eu des inbound de boîtes en Suède, en Allemagne, et donc ils utilisent exactement le produit de la même manière que les gens en France. Donc, c'est vraiment un défocus juste sur la partie commerciale, pas tant sur la partie produit. Et évidemment, si c'est un défocus, bah, qu'est-ce que ça va te rapporter de prendre ce risque-là? Ouais, bien sûr. Est-ce que tu peux juste être une boîte française? Oui, très bien. Dans ce cas, est-ce que tu as vraiment besoin de lever des fonds? Est-ce qu'il y a une opportunité de dingue à prendre en Europe? Oui. Ouais, mais typiquement, sur ces sujets-là de sizing de marché, typiquement, bah, quand tu t'es lancé, est-ce que tu arrivais à le mesurer et à te dire, OK, de toute façon, mon ARR en France, je vais avoir du mal à cranter au-dessus de ça, donc parce que tu vois, tu ne savais peut-être pas non plus. En fait, c'était un peu au doigt mouillé sur les pays. On se dit, bon. Bah après, tu avais quand même l'expérience allemande, là. Exactement. Mais donc, tu avais quand même 2 gros pays, et déjà pour démarrer, c'est pas mal. Exactement, mais en tout cas, l'Allemagne, je savais que c'était gros parce que tu apprends que c'est la première puissance européenne. Quoi. J'avais pas de chiffres, parce qu'on n'avait personne pour nous aider là-dessus, aucune idée comment trouver la donnée. Et donc oui, en fait aujourd'hui maintenant c'est beaucoup plus simple parce que je sais exactement quelle boîte on vise et tu peux faire une recherche LinkedIn très simple, mais au moment où on a lancé International, on n'était pas encore super au clair sur notre client type, donc tu as du mal à identifier la tête au marché. Mais donc c'était un peu au doigt mouillé. Et t'as pas vu de disparité du coup entre les marchés sur l'utilisation du produit, ou en tout cas la réception du produit? Non. Du SaaS? Absolument aucune, c'est vraiment c'est vraiment le même usage, hein, en tout cas de chez nous, et je pense que c'est pareil pour toi, mais un commercial, il a un CRM, généralement c'est Salesforce, HubSpot ou Pipedrive mondialement. Ils ont des outils de visioconférence, Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, c'est toujours un peu la même chose, ils prennent des notes. Donc voilà, là on a des cas d'usage qui sont verrouillés. Je me demande d'ailleurs si c'est pas quelque chose qui s'est même développé dans ces dernières 10 années. Parce qu'avant, tu avais peut-être une stack un peu différente en fonction des pays ou des winners locaux. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un HubSpot, moi je les vois là sur le mid-market en France, ils sont en train de tout prendre. Oui. Je pense qu'ils avaient un accord avec Salesforce à un moment donné, ils touchaient pas trop au mid. L'enterprise et le market. Ouais. Mais maintenant, ils ont mis 150 sales, ils y vont quoi. Et ils déroulent et ils raflent tout, sauf un petit peu de Pipedrive sur du plus petit. Enfin, c'est ça. Mais c'est ça. Mais ouais. Mais pour revenir, tu vois, sur le défocus que tu as quand tu vas lancer d'autres pays, c'est sûr que ce que disait Polo, c'est juste, en fait, si tu as un produit que tu n'as pas besoin d'adapter sur le marché que tu es en train de viser, le nouveau marché que tu vas viser, c'est pas un défocus produit, ça peut être sales. Et je pense qu'en fait, ce qu'il faut surtout, c'est si ça marche pas, il faut le réaliser très vite, il faut comprendre pourquoi ça a foiré, et il faut très vite agir. Tu vois. Et en fait, si tu laisses la situation... Au côté sales suffisamment qualitatif pour arriver jusqu'à cette décision? Tu utilises Mojo, non? Ouais, Mojo, ouais. En fait, non, mais attends, pour faire de la pub pour Mojo, c'est vrai que ça, c'est un outil incroyable. Quand tu es à distance, tu écoutes les calls, du coup en différé, pas en direct, mais de tes commerciaux, tu vois. Je pense que sans Mojo, ça aurait été peut-être beaucoup plus difficile. Ouais. Tiens, c'est sympa, je dis ça. Mais ouais, en tout cas, il faut agir hyper rapidement. Ah, mais quand tu dis, donc, est-ce que tu peux me donner un peu plus, enfin, tu te dis, tiens, j'ai mis tant de, je sais pas, de salaire, de ressources commerciales. Je sais pas, tu te fixes un montant max auquel tu cut, quoi. Tu te dis, en fait, tu te fixes surtout un objectif. Ouais. Tu te dis, ok, mais en fait, là, on recrute tant de personnes. La target des commerciaux, c'est ça. Si au bout de 8 mois, 1 an, ils n'ont jamais atteint leur target, il y a un problème. Et donc là, tu dois comprendre d'où vient le problème. Est-ce que c'est les commerciaux? Si c'est les commerciaux, est-ce que c'est un problème de recrutement? Est-ce que c'est un problème d'onboarding? Ou est-ce que c'est un problème ils ont été extrêmement démotivés parce qu'en fait, tu es loin d'eux, etc. Ou alors, est-ce que c'est un sujet marketing? Tu vois, il y a un problème de lead generation. Tu vois, donc un problème stratégique. En gros, on s'est planté, on a mis une stratégie outbound, on a voulu répliquer ce qu'on faisait en France qui marchait. Et en fait, ça s'adapte pas du tout, tu vois. Mais vous qui avez fait ces lancements-là, de votre expérience, c'est quoi? C'est 300, 500 000 à mettre sur un lancement de pays? C'est que moi, je me dis que n'importe quel lancement de boîte, c'est à peu près ça. Hein. Enfin, si tu veux, c'est à peu près ça. En fait, si tu lances ouais, c'est ça. T'as envie de lancer, c'est une petite team, quoi, 3-4 personnes. Ouais. En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, la recette pour y arriver le plus sereinement
Et il y a 7 mois, 8 mois, on m'aurait dit que je manquais d'ambition, mais aujourd'hui, en termes de ressources, de manière ressources limitées et avoir le plus de certitude que ça marche, c'est ce qu'on disait donc bottom-up, et c'est un commercial qui a déjà validé. Il a la connaissance du produit, la connaissance du pitch commercial, du playbook, et on le lance, quoi. On lui fait confiance, on sait comment bosser avec lui dans les points hebdomadaires qu'on fait avec lui. On sait comment ça fait déjà 1 an qu'on bosse ensemble, par exemple. Et donc là, très vite, on va ressentir si ça marche ou pas. Et sans forcément de soutien marketing ou d'action en local, c'est juste... Ça dépend quel pays tu lances, quoi. Ouais. Je pense qu'aux US, je suis pas sûr de moi, mais j'ai l'impression que tu peux pas le faire sans marketing, quoi. Que la lead gen, sans contenu, sans rien du tout, t'envoies juste des emails et t'essaies d'appeler. Je crois que c'est très compliqué. C'est dur de répondre. Enfin, je peux donner ma version, mais pas à valider, quoi. Mais j'aurais une approche hyper entrepreneuriale. Premier commercial, faire ce qu'on a fait en France, qu'on a fait. D'ailleurs, ça a marché. Ouais. En tout cas, sur les US, je sais pas, mais sur l'Allemagne, sur l'Espagne, sur la Suède, on a des clients et on les a eus sans aucun marketing, avec un site qui n'était pas traduit à l'époque, mais avec une approche hyper entrepreneuriale, avec créer un intuitu très fort avec son prospect. Aujourd'hui, notre commercial qui gère l'international, c'est un homme de réseau. C'est vraiment un entrepreneur, quoi. C'est quelqu'un qui, le premier truc qu'il aime faire, c'est satisfaire le client réellement, devenir ami avec lui et demander des recommandations. Et il construit son business, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, je pense qu'il y a un leadership à avoir, une vision aussi peut-être un petit peu, Ouais. et des compétences fortes de développement d'affaires. Ouais. Oui. Et je suis d'accord avec toi, je pense que je pense qu'on sous-estime l'importance de ce premier Ouais, complètement. qui va lancer le pays, quoi. Oui. Et puis pas sous-estimer, en fait, si t'envoies une personne qui arrive à le lancer, en fait, c'est comme quand t'as lancé ton business en France. À un moment, il y a le moment où tu vas devoir scaler ça. C'est ça. Donc recruter une deuxième personne et arriver à ce que cette deuxième personne réplique ce qu'on a déjà fait une première fois. Et ça, c'est un autre enjeu. Tu vois, même sur ton marché à toi, la France en l'occurrence, c'est une difficulté. Mais est-ce que là, tu cherches exactement le même profil pour justement soutenir la première personne, ou quelqu'un qui sera peut-être un peu plus dans les opérations? Parce que dans ce cas-là, t'as moins le côté je mets le pied dans la porte, mais plus je manage une équipe potentiellement derrière. C'est parce que on va dire que le lanceur peut ne pas être le meilleur manager aussi, potentiellement. Oui, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Sur en tout cas, les premiers profils de commerciaux, les 3-4 premiers, je prendrais vraiment des profils entrepreneurs. Je sais faire un business avec rien. Je suis seul au monde et j'y vais y arriver. Tu vois, en fait, le tempérament, quand nous, on appelait les agents de joueurs, et ben, on n'avait rien, pas de pitch, enfin, il n'y a rien, quoi. Et pourtant, t'appelles. Et ben, je pense que c'est un peu ça que les premiers commerciaux que tu dois avoir, c'est ce genre de profil, quoi. Ouais, clairement. Soit ils viennent chez toi, ou alors ils montent une boîte quand tu les recrutes, quoi. C'est vraiment des gens... c'est des profils tellement rares et qui sont des profils incroyables. Mais c'est vraiment ce mindset d'entrepreneur, cet état d'esprit d'entreprendre, et d'être d'ailleurs hyper excité à l'idée d'avoir rien et de faire du résultat. Ouais. C'est des gens qui aiment ça. Ça leur fait pas peur, ouais. Je voulais revenir un peu sur la partie pricing. Je connais moins, je pense, le pricing de Riot, mais tu pourras peut-être nous en dire 2 mots. Mais sur la partie Mojo, je trouvais ça vachement smart, votre manière de pricer, parce que vous êtes sur un forfait, il me semble, annuel. Oui. Je sais plus, vous avez une logique de user, il me semble, aussi. Oui. Et du coup, je trouve que vous avez vraiment... Enfin, je pense que ça doit être plus difficile à closer au démarrage que quelque chose de sans engagement mensuel. Mais par contre, voilà, il y a un aspect trésorerie, un aspect commitment au produit, un aspect panier moyen qui doit être... il y a le TV derrière et usage qui doit être intéressant de pricer comme ça. Oui. Ça a été une stratégie déterminée depuis le début. J'avais déjeuné avec Jonathan Angelov d'Aircall, et qui m'avait... donc on était 4 chez Mojo, ils étaient déjà 600 chez Aircall, donc il y avait un décalage de ouf, mais je me souviens qu'il est encore très très proche de l'entrepreneuriat, et il m'avait parlé de upfront payment, d'encaisser les 12 mois de ton client le premier jour. Et je suis pas bon en maths, j'ai pas un regard très finance, mais je me suis dit ok, c'est un défi en plus, et visiblement ça va avoir un impact incroyable. Donc on s'est lancé comme ça, et je me souviens, donc les 10 premiers clients, pas d'engagement,
mensuel, très simple. Ouais. Attends, tu peux résilier quand tu veux. Ce qui d'ailleurs n'a pas beaucoup de sens quand tu lances 50 personnes sur un produit. En réalité, tu vas pas résilier le mois Non, d'après. c'est clair. Donc c'est ce qui accompagne aussi un peu simplement l'argument de engageons-nous un an. Et je me souviens le premier engagement annuel et le paiement 12 mois qu'on a reçu, enfin quand je l'ai dit, et les gens ont dit ok, je me suis dit mais on les arnaque là. C'est incroyable, c'est hyper peur quoi. Et en fait, tu fais de le faire dès le départ, rentre dans le playbook et dans la compétence de l'équipe sales qui est là, et va pouvoir se transmettre. Donc à la fin, aujourd'hui, moi je te dirais non, c'était pas du tout aussi compliqué que ça. En revanche, ça aurait été sûrement beaucoup plus compliqué de le mettre en place quand on était déjà 20, 40 commerciaux. Parce que ça n'existe pas, les gens n'y croient pas. Même en interne, peut-être les sales auraient dit mais t'es complètement fou, bloqué. Attends, t'es malade. Ça va pas fonctionner. Moi je suis premier sales ici, je te dis que ça marche pas. Et donc oui, évidemment, ça a eu un impact. C'est un impact de dingue en termes de trésor. Puisque tous nos clients payent 12 mois à l'avance. Mais il faut construire le bon argumentaire. Tant qu'il y a une valeur très forte qui est perçue lors de la démonstration du produit. Bon. Est-ce que vous ne faites pas de free trial? Non, pas de free trial. On faisait au tout départ de ce qu'on appelle des POC. Donc les gens voulaient... C'était tellement innovant, tellement nouveau comme produit. D'ailleurs, à l'instar de Riot, mais on lance un nouvel usage. Donc les gens, ils sont un peu là, ok, ça a l'air incroyable, mais vraiment, est-ce que ça marche ton truc? Donc, et ça, c'était hyper fort de dire, on n'a qu'à tester. Les gens disent oui, et là, on dit quand même que c'est payant. Et on lance l'usage comme ça. Ouais. Mais là, tu n'as plus du tout ces questions aujourd'hui. Si. Ah ouais, En fait, sur des petites boîtes qui sont en croissance, qui reconnaissent plein de logos chez nos clients, posent moins la question. D'ailleurs, en fait, un POC, c'est aussi du temps pour nos clients. Donc, on va beaucoup plus vite quand on ne fait pas de POC. Et on a des clients qui ont des équipes plus larges, qui ont l'impression de mettre beaucoup plus d'argent sur la table s'ils prennent Mojo. Ils peuvent te demander un POC. Ok. Ouais. Et toi, c'est un modèle un peu différent, donc tu es au user ou... Ouais, on est au user, pareil. Ce qui est marrant pour la petite histoire, c'est qu'au début, donc c'était Benjamin qui avait déterminé le pricing au départ, et il avait mis un tarif à 2 € par mois par employé. Et en fait, quand tu fais Y Combinator, première chose qu'il te dit, c'est « Ok, trop cool vos tarifs là, vous faites tous x3 ». Et donc, boum, on est passé à 6 €, tu vois. Et en fait, nous, alors c'est un peu différent de Mojo. Nous, quand on arrive dans une boîte, on équipe 100% de la boîte. Versus toi, j'ai plus l'impression que tu démarres peut-être sur une petite partie de l'équipe commerciale, et après, il y a une énorme notion d'upsell. Nous, en fait, c'est plutôt, il faut pas que ça churn, tu vois. Une fois qu'il est onboardé, il paye. Voilà, il faut pas qu'il churn. Parce qu'il est installé où, le chatbot? En fait, on l'intègre sur Slack ou Teams. Ok. Et en fait, pour la petite histoire, c'est que quand tu fais du e-learning dans une boîte, c'est très très dur de motiver les gens à apprendre, tu vois. Je pense que c'est la même chose quand tu es professeur dans une classe, c'est difficile de capter l'attention de tout le monde. Et une des principales raisons, c'est la friction qu'il y a quand tu dis, ok, va sur cette plateforme pour suivre telle formation. L'employé, il y va, il a oublié son mot de passe, friction. Et il y a un très faible taux d'adoption. Et nous, on va là où l'employé est. Tu vois, le Slack, tout le monde est dessus toute la journée, tu vois. Et nous, on pop là-dessus. Donc, t'as une notif, et là, tu fais ta formation qui dure 5 minutes. Tu vois. Et derrière, du coup, j'ai creusé sur cet aspect-là juste après. Je voulais juste revenir sur ton pricing. Donc, du coup, toi, t'es au mensuel, du coup, t'es à l'annuel? Ouais, en fait, au début, nous, c'était pas très clair au début si on voulait faire du PLG, du Product-Led Growth, ou du Sales. Et parce que, en fait, on se rendait compte que tu avais des clients qui étaient prêts à souscrire directement sur le site, parce qu'on n'avait pas un ICP très clair. On se disait, OK, on vise les CTO de 50 personnes, etc. Et en fait, on s'est rendu compte que nous, on est plus mid-market, et donc là, tu peux pas faire de PLG. Et donc là, on a commencé à faire de l'annuel. On est même passé sur du 3 ans en contrat. Et donc après, nous, évidemment, on facture upfront. Et ça, c'est intéressant, mais le paiement upfront, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus du tout un problème, quoi. Je pense qu'il y a très très peu de gens qui disent « Ah non, moi je paye que en mensuel ». Et du coup, tu as un minimum de sièges ou pas spécialement? En fait, non. C'est juste que le produit, il est gratuit de 0 à 10. Okay. Mais voilà, donc il n'y a pas de minimum. Ok. Et derrière, ils utilisent de manière illimitée le produit? Ouais, okay. Full. Ok. Ok. Effectivement, on peut peut-être creuser sur ces stratégies derrière d'onboarding. Je trouve hyper intéressant. C'est que vous avez vraiment, j'ai l'impression, pensé
la distribution du produit dans les équipes, quelles métriques tu regardes là-dessus? C'est l'utilisation de produits, l'utilisation de la formation, du bot, et est-ce que tu arrives à prédire du coup soit la transfo, soit je sais pas si vous faites des upsells dans le produit derrière ou Du quoi tu dis? je sais pas si vous faites des upsells derrière dans le produit. Non, ou mais si- on fait très peu d'upsells. Ok. Parce qu'en fait, quand on signe, on vend tout le produit, on essaie de vendre 100% du produit sur tous les employés. Si on n'y arrive pas dans 5% des cas, là, il y a une notion d'upsell ou de cross-sell, mais c'est très limité. Et juste, pardon, je me rappelle une situation, mais c'est parce que souvent, sur des produits un peu mass market, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu es dans les 10 € par utilisateur. Enfin, ça dépend, mais si je prends un G Suite, tu es entre Slack. un Slack, un G Suite, et que ça, peut-être entre 8 et 15 ou 8 et 20. C'est un peu dans cette tranche-là que vous situez vous, et parce que toi, c'est un peu différent, parce que tu es que sur du sales. Oui. Comment vous... Enfin, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques là-dessus, encore une fois, ou c'est vraiment en fonction de la... J'ai vu des chiffres là-dessus. C'est vrai, les outils cyber sont des outils mass market. Alors, tu as un pricing qui est en fait, quand nous, on est venu avec un prix sur Mojo, on a juste regardé ce que faisaient les entreprises similaires, les logiciels similaires, Salesforce. En fait, qu'est-ce que nos utilisateurs utilisent, qu'est-ce que nos clients utilisent, ils ont quoi comme autre outil, et c'est quoi le prix de ces outils-là. Et on avait commencé avec un prix, ce que Jérôme disait, très bas, et on n'osait pas faire le vrai prix, quoi. Parce que en termes de valeur, qu'est-ce que tu peux pricer. Et Salesforce, c'était une bonne inspiration. Ils étaient à $150 par utilisateur. Ouais. Et donc, ça donne un drapeau. Parce que les gens refuseront. Ils savent que Salesforce, c'est quand même un outil qui est là depuis 30 ans. C'est l'outil le plus important. Ils refuseront de payer plus pour une boîte qui a 2 ans, 3 ans. Ouais. Donc, il y aura toujours un peu cette barrière. Mais en tout cas, c'est un bon drapeau, quoi. Alors que toi, vu que c'est plus masse, tu peux... Enfin, de toute façon, en fait, ça dépend peut-être du prix global que la société est prête à mettre dans un logiciel, de manière générale à l'année. Je pense qu'au début, tu es toujours un peu timide sur ton prix. C'est ton réseau, c'est tes premiers clients. En fait, tu es surtout là pour closer des gros noms. Tu veux en stratégie d'acquisition. Ouais. Puis à un moment, je trouve qu'il faut se confronter, quoi. Et il y a un moment, il faut balancer. Nous, aujourd'hui, on donne un prix extrêmement élevé au départ. Évidemment, ça se discute, ça se négocie. Mais en fait, faut pas démarrer trop bas. Du coup, on est 3 fois plus cher que nos concurrents. Ouais. Et ça vous bloque pas spécialement? Non, parce que en fait, on a un bon cycle de vente, un bon produit, et on reste assez ferme sur la discussion. Et non, ça bloque pas. Parce qu'il y a aussi cette vision, enfin, de ma part, de me dire, en fait, en SaaS, tu peux avoir le problème de te faire copier par des personnes un peu moins chères. Est-ce que ça, c'est un sujet ou pas? Sachant que quand tu commences à avoir développé effectivement une tech, un peu legacy, pas mal de products et tout, t'as quelqu'un, en fait, t'adresses du coup une clientèle peut-être un peu plus avancée, mais tu délaisses ton mid ou ton lower market qui ont fait ton succès à la base. Donc, tu es un peu plus vulnérable sur cette catégorie-là. Oui. Et là, tu peux avoir quelqu'un qui attaque avec une feature moins chère et qui underprice. Ça, j'ai plutôt des exemples qui prouvent l'inverse. Il y a plein de SaaS aujourd'hui qui sont il y a des boîtes qui A, B, C, D jusqu'à F où les produits sont similaires à la fonctionnalité près. Ah ouais. S'il y a des commerciaux qui nous écoutent, il y a Salesloft et Outreach, qui sont des boîtes qui existent depuis 10 ans. Quand l'un sort une fonctionnalité, 2 semaines après, elle est sur l'autre. Ouais. Quand j'étais chez Doctolib, il y avait 4-5 concurrents qui s'étaient tous lancés d'ailleurs bien avant. Ils avaient le même produit. Et puis quand il y a eu l'expansion de Doctolib, ils ont tous divisé, même certains sont passés gratuits. Et en fait, ça ne suffit pas. Limite ça enclenche... c'est ça, limite ça enclenche une conversation d'ailleurs. Tu vois, à votre avis, pourquoi c'est gratuit, quoi. Mais donc d'un point de vue... oui, ils vont sûrement gagner sur certains deals. En réalité, l'important, c'est quand même l'exécution, la stratégie d'exécution commerciale, et qui est le premier arrivé, le premier servi. Prendre un marché, c'est vraiment ça. Sauf des exemples comme Slack et Notion, où eux, c'est la qualité de leurs produits qui s'est répandue comme du feu de poudre. Le reste, c'est quand même très exécution commerciale. J'ai plus de commerciaux qui sont plus forts. On va plus vite.
Et le client que tu essaies d'appeler, il est déjà sur ma solution. T'as pas un sujet sur le produit, de dire il faut aussi que j'ai le meilleur produit, ou tu penses que là-dessus tu peux... Enfin, tu vois, j'imagine surtout, de toute façon, faut essayer d'être bon, mais... Oui, mais c'est un play qui est beaucoup plus long terme. Si tu as un produit similaire avec un de tes concurrents, là c'est sûr, le jour le jour, day to day, c'est ok, comment je fais pour que mes commerciaux soient plus forts. C'est vraiment une question, n'importe quel CEO d'une boîte, même je posais ça avec un gars qui a une boîte de 1000 personnes. Et nous on est dedans aussi, enfin, c'est tu clair. vois, c'est n'importe qui, c'est tout le temps comment je fais pour que mes commerciaux soient un peu plus forts. Tout le temps. Et évidemment, après, sur la partie stratégie plus long terme, c'est comment je fais pour... En fait, on n'a même plus besoin de tout ça. En fait, on a un produit qui est tellement différenciant. Sur Riot, c'est sortir un autre produit, d'autres fonctionnalités. Et l'addition de ces fonctionnalités, et d'ailleurs, plus j'ai de clients, plus j'ai de chiffre d'affaires, plus je peux me développer, plus je peux lever des fonds et plus je peux aller encore plus loin sur le produit, la R&D. Et là, l'écart se creuse sur le jour, évidemment. Ouais, c'est une bonne vision. Mais en revanche, pour répondre à ta question, ça a énormément de sens. Le produit joue un impact énorme. Et en fait, c'est juste que ton produit, je pense que tu dois être concentré sur je dois toujours avoir 6 mois d'avance sur celui qui me copie. C'est juste que parfois, celui qui te copie, en fait, au moment où il est en train de release la fonctionnalité que tu as développée il y a 6 mois, bon, il y a 2-3 mois où tu es au même niveau, tu vois. Et donc, dans ces moments-là, c'est au sales que ça se joue, quoi. T'es vraiment à 6 mois près, quoi, souvent avec des concurrents et tout. Bah, parce que les gars, ils te suivent, quoi. Nous, on sait qu'on a des trucs, enfin, c'est bluffant, hein. Tu sors un truc, c'est une question de semaine, quoi. Ouais, non, mais c'est intéressant que vous le mentionniez, parce que c'est vrai que je pense que les gens se rendent pas forcément compte, mais de l'agressivité, entre guillemets, du marché sur des features et sur... ça va très très vite, quoi. Mais ça, toi, quand tu posais la question, c'est quoi la mise de départ que tu dois avoir? En fait, le SaaS, c'est que tu peux, sans beaucoup d'investissement, il y a très peu de barrières à l'entrée, quoi. À part si tu as une IA incroyable. Et tu vois, moi, je le voyais quand même avec plus de barrières à l'entrée que nous en service, quoi. Mais c'est vrai que je pense que les barrières sont baissées, mais je l'ai toujours vu. Ta barrière à l'entrée, c'est ton mur client, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ton mur de client. Ouais. C'est la jurisprudence du screenshot. Ouais. Et du coup, on peut parler peut-être un peu plus sales aussi, parce que la chance de vous avoir tous les deux aujourd'hui. Sur la partie pure sales, vous êtes organisé comment? Et en termes d'équipe, parce que vous parlez justement de la nécessité d'être vachement bien structuré et efficace. Et après, parce que je développe un peu, globalement, aujourd'hui, il y a quand même eu un changement je trouve, moi, de mindset côté sales, des rendez-vous physiques. Je sais pas si vous en faites, m'ont un petit peu disparu. Toute la partie... Enfin, il y a aussi des sales, c'est des populations qui sont bien payées généralement, qui peuvent être assez vite plébiscitées par d'autres concurrents, d'autres sociétés. Donc c'est quelque chose où il faut réussir à conserver. Et en fait, les meilleurs sales se développent sur la durée aussi. Comment vous faites pour rester compétitif là-dessus, attirer les meilleurs, les garder? Et quel type d'objectif vous leur fixez, même si vous pouvez pas nous donner tous les détails, si vous pouvez nous partager un peu les métriques que vous allez regarder au day-to-day ou monthly sur vos équipes commerciales. Moi, je suis en train de faire un pari. Tu vois, chez Sanimlo, on avait un modèle BDR, SDR, account executive, CSM, etc. Et là, chez Riot, on est 360. Full stack, comme on dit. Full stack. Métier. Full stack. Et donc, en fait, on gère de la prospection jusqu'à l'onboarding. Et en fait, ça, c'est venu de plusieurs leçons que j'ai tirées chez Sanimlo. Sur la partie prospection, je voyais des account exécutifs qui recevaient des leads outbound qui avaient été chassés par des BDR. Donc, on sait à quel point c'est dur la prospection. Et quand tu chopes un lead et qu'il est OK pour faire un meeting, l'AE, le account exécutif derrière, il doit garder l'esprit, OK, faut pas le perdre. Et en fait, on voyait de plus en plus d'AE qui recevaient des leads. OK, non, il était pas très chaud, non, pas intéressant. Tiens. En fait, il était assis confortablement et si c'était pas 100% d'intérêt, il commençait à dire non, c'est pas un lead qualifié. Donc ça, c'est hyper frustrant. Et ensuite, tu avais le cas des AE qui font de l'oversell, donc qui survendent le produit en disant oui, cette fonctionnalité, elle arrive bientôt, vous allez voir, etc. Et parfois des AE qui sont perdus sur le produit, tu vois. Ils comprennent pas en fait le sens de ce truc. Et du coup, moi, je me suis dit, mais onboarding,
ça a énormément de valeur parce que quand tu es sales et que tu fais l'onboarding, en fait, tu enlèves ton costard de commercial et là, tu es vraiment intéressé sur l'usage, tu vois, et des use cases que tu vas construire qui vont nourrir ton pitch. Tu vois, en fait, moi, je suis persuadé que le meilleur sales dans une boîte, c'est le founder parce qu'il a tout le contexte. Il sait pourquoi le produit il a été créé, il sait l'impact que ça a chez le client, tu vois. Et pareil, il sait à quel point la prospection c'est dur, et il sait que quand le gars il est là au premier meeting, c'est pas du tout fait, tu vois. Et en fait, je trouve qu'aujourd'hui, quand tu dis, bah moi mon objectif là, c'est de former une équipe de mini founders. D'ailleurs, c'est drôle, mais tous les sales chez Riot, ils sont founders, ils se pensent founders, et ils le sont en fait. Tu vois, pour moi, c'est des gens qui sont impliqués dans la boîte, mais ils savent tout ce qui se passe. Et moi, mon job, c'est de leur donner tout le temps du contexte. C'est pour ça que quand on m'a appelé, on m'a dit « Oh, salut, je suis founder. » Et en fait, tu vois, et je pense que c'est hyper important. Bah, tu parlais, ta question, c'était comment tu fais pour recruter les meilleurs, les garder. Bah, faut les impliquer. Tu vois, faut les impliquer. Il faut créer moi, je trouve que je mets beaucoup d'importance, tu vois, dans l'esprit d'équipe. C'est important qu'ils se sentent pris dans le projet et qu'ils aient envie de le développer, qu'ils se voient dans la boîte où ils seront 1000, tu vois, et qu'ils se disent, j'étais là au tout début. Ça, tu les gardes. Et il y a aussi un autre truc, c'est que tu as besoin, quand tu recrutes des pépites, bah en fait, tu as besoin de polir le diamant, tu vois. Il doit sans arrêt se sentir progresser, tu vois. Se dire, waouh, ici, je suis dans la bonne boîte. Au début, je closais à 20%. Là, je suis à 40%, quoi. Donc je m'améliore, donc je prends confiance. Et c'est hyper exaltant, tu vois, quand tu te vois progresser dans ton job. Tu disais que du coup, ça allait jusqu'à l'onboarding, le suivi commercial allait jusqu'à l'onboarding. Oui. Et du coup, il y a un parcours d'incentive à chaque étape pour le sales, ou du coup, non, tout est valorisé à la fin, au moment de la signature, ou Ouais, c'est à la fin de l'onboarding. Ok, à la fin de l'onboarding. Ouais. Et tout le modèle est basé sur ça. Ouais. Ok. Et en fait, donc l'onboarding, c'est aussi le rendez-vous de passation avec le CSM. Ouais. Et donc, tu as quelques règles, tu vois. En fait, on essaie d'avoir des process ultra légers. Pareil, chez Sanino, on avait beaucoup de process, même sur le calcul de commission, c'était lourd, complexe. Et là, tu perds les gens. Mais ça t'évite de passer par plusieurs personnes aussi. Tu as un fil conducteur, même humain, jusqu'à... Mais t'imagines, en fait, moi, je challenge beaucoup maintenant l'approche BDR. Imagine, tu rentres dans un magasin, et puis tu vois un article trop stylé, et tu dis, j'aimerais bien... Donc, il y a un vendeur qui se pointe, et je dis, j'aimerais bien l'acheter. Et là, il te pose des questions, etc. Et puis il dit, bougez pas pour l'acheter, je vais appeler mon collègue, tu vois. Ouais. Et là, tu dois attendre, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, le modèle BDR, parfois, moi, quand j'achète un produit tech, SaaS, et que tu parles à un SDR ou un BDR qui te qualifie, et t'as envie d'aller vite, tu vois, t'as envie d'aller dans la démo, vas-y go, moi je suis prêt à prendre la décision maintenant, là, en fait, là. Et non, il t'impose un cycle de vente assez long, etc. Et je trouve que ça, c'est un peu frustrant quand t'es client, tu vois. Et après, pour conscience sur ce que tu as dit, le sujet, nous, qu'on a pu voir après, c'est plus sur le mid-management, parce que justement, ce côté... parce que tu as un côté leadership aussi, de polir ton équipe, de leur apporter des choses, et de faire en sorte qu'elles se sentent prises dans une mission. Mais tu peux perdre un peu ce lien-là quand tu commences à scaler trop fort. Est-ce que tu l'as vu et comment tu résous un peu ces sujets-là C'est marrant, avec Polo, on en parle très souvent. Ouais. Je trouve que c'est un moment qui est critique. C'est difficile pour les boîtes à ce moment-là. C'est un vrai enjeu de... Nous, on l'a plutôt résolu via des profils beaucoup plus seniors et expérimentés. Mais, tu dis le passage d'une dizaine à 20-30. Ouais. Où tu mets du middle management. Tu mets du middle management, ouais. Sur le middle manager, il faut vraiment tout faire pour que ça vienne de l'interne. Ouais. Parce que c'est des gens qui ont je redis le mot playbook, ils ont aussi la culture de la boîte. C'est tellement difficile de recruter un middle manager à l'externe, ça marche, ça existe. Des postes qui sont pas évidents parce que t'es un peu tiré dans toutes les directions aussi, quoi. Donc, et puis tu arrives en tant que nouveau middle manager dans une boîte, tu vas manager des gens qui voulaient ta place. C'est extrêmement difficile. Donc je dirais sur le middle manager, il faut se donner moyen pour que ça vienne de l'interne. S'assurer que les ressources à disposition, c'est vraiment une culture de boîte explicite avec des valeurs hyper claires. Ça, c'est un instrument de scale. Pourquoi les meilleures boîtes du monde, elles mettent aussi clairement l'ADN, la culture. Tu vas chez Nike, aujourd'hui tu vas chez Apple, c'est tellement clair, c'est tellement explicite. Tu le sens, quoi. Regardez sur YouTube la vidéo de Steve Jobs où il dit « Marketing is about values ». Et franchement, tout est là. Une ADN super forte, un sentiment d'appartenance. Les gens réfléchissent pas tous de la même manière, mais en tout cas, ils prennent des décisions, en tout cas à
avec des éléments qui les aident à simplifier la prise de décision. Donc, culture très forte, explicite, un playbook fort. Ça, je pense que j'ai beaucoup sous-estimé à quel point un playbook doit être à la fin quelque chose de scientifique. En fait, aujourd'hui, quand on a une dizaine de commerciaux, ça peut être très humain. On est un coach. Si on prend un exemple de sport, on est un coach dans le vestiaire, les gens nous écoutent. Puis là, on commence à devenir, on a des middle managers, donc le rôle de celui qui va piloter les middle managers, c'est de mettre à disposition tous ces éléments sur lesquels eux peuvent s'appuyer. Et donc des règles très claires, un rendez-vous de découverte, c'est quoi ? Et quelles questions, quelles infos on cherche à répondre. Et c'est hyper barbant, donc ça c'est vraiment d'autres rôles, parce que en tout cas j'aime pas faire ça. Ça, tu fais comment pour ça? Tu prends quelqu'un dédié à ça pour formaliser tes process, ton playbook ça vient avec le temps, soit c'est par un recrutement. Alors par exemple sur du middle manager, quand je dis que ça doit venir de l'interne, c'est pas forcément évident d'avoir ensuite quelqu'un qui vient jouer le rôle de directeur commercial, qui est entre 10 et une dizaine d'années d'expérience. C'est pas forcément évident de l'avoir en interne. Ça peut être un recrutement externe. C'est un recrutement très difficile à faire. Et lui, il doit venir, il doit savoir faire justement cette science de playbook. Il doit savoir construire ça. Il doit savoir qu'il l'a fait une fois, 2 fois, et que ce qu'il sait, c'est pas forcément un gros copier-coller qu'il faut faire, c'est copier-coller une grosse base et l'adapter. Bien sûr. Et c'est des trucs, ça semble c'est des gros hyper évident, hyper porte ouverte, mais en fait... Ça fait gagner énormément de temps en arrière. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de recrutements comme ça qui marchent pas. Tout se joue dans ce genre de détails. Et c'est pour ça que c'est difficile. On se dit, en fait, là, on est en train de parler de l'élément différenciant de ta boîte, parce qu'on vient de se dire que le produit, c'est trop long terme. L'exécution commerciale, c'est clé. Et en fait, c'est très difficile. Ouais. Et parfois, je pense que c'est aussi des ajustements en fonction des personnes, etc. J'en parlais pas plus tard qu'hier, mais c'est... t'apprends, il y a des choses, ça se fait un peu dans la douleur, dans le compromis, dans des profils différents, et à un moment donné, ça match, ça tient. Et ça tient peut-être pas plus dans 6 mois ou dans 1 an, mais c'est toujours rechercher cet équilibre-là en fonction des forces en présence. Mais hyper intéressant. Et du coup, vous les incentivez sur du MRR closé, c'est ça? Ou du l'ARR closé? MRR closé, MRR closé. Et tu vois, en termes de rétention, un système de variables bien fait, et c'est pareil. C'est pas évident, ça. C'est vrai que c'est loin d'être évident. Mais on a un ami qui a monté une boîte qui s'appelle Cobra, qui est un logiciel incroyable pour ça. Et c'est vraiment le système, pour moi, en une phrase, dans un livre qui s'appelle Good to Great, qui est un livre exceptionnel. Et le système de variables, ça doit... tes meilleurs performeurs doivent vraiment avoir la sensation que c'est la meilleure place, qu'il y a une petite faille dans le système, quoi. Ils sont en train vraiment de gagner beaucoup plus qu'ailleurs. Et les moins bons doivent être amenés vraiment à se poser la question, il faut que je parte, parce que c'est trop difficile. Et ça, quand on arrive à trouver ce compromis, on a une équipe saine, donc c'est toujours un équilibre, ça s'adapte avec le temps. Je dis pas que c'est quelque chose que moi je maîtrise parfaitement, mais c'est ce qu'il faut, il faut tendre vers ça. Là, vous avez combien de sales? Vous avez combien de pourcentage, on va dire, de votre masse salariale en sales? Côté client, donc customer facing, quoi, c'est à peu près 35-40% de... Tu mets les CSM là-dedans aussi? Oui. Ouais, ok. Et de ton côté? Nous, c'est 50%. Ok. Parce que vous êtes encore, enfin, un peu plus petit. Plus petit, mais tu vois, il y avait cette notion d'accélérer très fort, très vite. Et donc, on n'a pas pris notre temps, quoi. On a direct, dès qu'on a vu que ça marchait, let's go. Et puis, c'est aussi des éléments où vous avez des assurances personnelles sur le fait on sait mener ce genre d'équipe, donc du coup, on sait qu'on peut aller prendre des risques et recruter plus fort, on sait que ça va apporter ses fruits. Mais franchement, même pour être hyper honnête, c'est toujours difficile, quoi. Ah oui, même quand tu as l'expérience et tout, tu vois, chaque entretien d'embauche, à chaque fois, c'est la même question, quoi. Est-ce que je suis sûr de moi? Est-ce que c'est pas une connerie? Et tu vois, mais là, ça revient à un choix, c'est pas une barrière mentale de je sais pas trop faire, oui, je sais pas faire, c'est plus... Ce que je veux dire, c'est que t'as raison. T'as l'expérience, mais t'es jamais... tu surnages jamais ce sujet, quoi. C'est toujours... Il y a toujours une difficulté là-dedans, quoi. Et vous trouvez que il y a des bons talents sales disponibles sur le marché? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Enfin, je sais pas, moi j'ai du mal à dire finalement, parce que j'ai l'impression que dans les écoles de commerce, on a assez peu de cours sales au final. Donc j'ai l'impression qu'il y a des nouvelles écoles qui se sont montées un peu sur le créneau, mais
moi, je trouve que c'est un des meilleurs métiers au monde, sincèrement, pour démarrer. Enfin, quelqu'un qui a faim, Oui. c'est bien, mais je sais pas si tout le monde, même quand les gens vont dans le sales, si ils savent exactement, enfin, s'ils ont cette appétence-là au final. C'est assez la barrière à l'entrée que sur des jobs ops, finance ou tech, elle est beaucoup plus basse en sales. Ça reste un métier de relation. Et non, si déjà il y a une structure, un playbook où on va pouvoir m'apprendre, je vais pouvoir faire quelque chose. Donc la barrière à l'entrée, elle est moins haute. Par contre, la barrière du bon sales, en fait, il en existe très peu. Et en plus moi, je rajouterais même que, tu vois, c'est une question d'attitude plus que d'aptitude. Je suis d'accord. Et en fait, je suis d'accord avec Polo. Tout le monde peut être sales. Tout le monde, tu vois. Si tu as un playbook, tu as un bon produit, tu vas réussir. Mais de devenir excellent, eh ben, en fait, il y a presque un don, un talent. Moi, je trouve que l'intelligence émotionnelle est une qualité incroyable quand tu veux être un bon sales, tu vois, de comprendre rapidement à qui tu parles. Si je fais cette blague, ça va passer ou pas, si je le tutoie direct, enfin, tu vois, de comprendre ça. Et ben ça, c'est un truc, c'est pas facile à apprendre, quoi. En fait, c'est fou, mais Bah, t'as pas vraiment de formation, enfin, tu vois, Ouais, spécifique à ça. si Ou t'imagines, alors c'est énormément de shadowing et avec ouais. un feedback direct, tu vois, j'ai dit ça parce que, etc. oui. Et décoder les personnalités. Mais du coup, faire ça fait que tu peux faire performer des gens Exactement. moyens. Il y aurait quoi d'autre, du coup, d'éléments un petit peu comme ça qui sont qui Énorme, viennent caractériser l'excellence énorme porte ouverte. L'écoute, Ouais. c'est lunaire. C'est vraiment incroyable de voir à quel point les bons, ils sont dans une conversation, ils sont vraiment à l'écoute. En fait, Est-ce que tu penses que l'écoute, ça vient pas plus du fait que cette personne est sûre de son pitch derrière, donc en fait, je vois venir, Ouais. et après, bah, du coup, je pourrais balancer ce qu'il faut au bon moment, versus quelqu'un qui est peut-être pas trop à l'aise et qui souvent qui arrive tout de suite à mettre ses cartes et du coup à bloquer la discussion finalement. Et du coup, en fait, tu creuses ton trou, quoi. Du coup, deuxième, c'est la préparation, quoi. C'est donc et c'est à qui je parle, c'est quoi son background, c'est quoi la boîte. Je serais assez étonné qu'un directeur commercial en entretien me dise que la première qualité c'est l'écoute, mais en fait c'est plus je regarde franchement j'écoute très régulièrement des calls, je parle énormément à des commerciaux et en fait c'est ça, c'est le très fort, il est réellement dans la conversation et il est sûrement très serein parce qu'il est préparé. Bien sûr. Mais en tout cas, il est très humain aussi, quoi. Il t'écoute. Il n'y a pas une peur aussi de ne pas occuper l'espace, tu vois. En tant que sales. Tout à l'heure, tu disais c'est une question de confiance, de laisser un peu le silence. Faut être confiant, quoi. Ouais, c'est ça. Tu vois, de le laisser parler. Tu vois, en fait, souvent, les gens, moi je leur dis souvent, c'est presque un rôle de psy. Tu sais, les excellents psychologues, t'es sur le canapé et ils disent rien. Tu vois. Ouais, c'est vrai. Et du coup, en fait, il y a un blanc, du coup, c'est toi qui parles, tu vois. Et en fait, il attend à la fin de ta phrase, et tu dis, je me sens pas très bien parce que. Et là, en fait, il te réengage, il veut juste te faire parler. Et nous, quand tu fais une qualification, c'est le moment clé, tu vois, de la vente. C'est ça. C'est en fait, il y a quelqu'un qui parle. Mais parce que le parce que, la manière dont est posé le parce que, met aucun biais. C'est-à-dire que parce que, laisse-moi exactement me toi, donner ton rôle, tu vois, dans une qualif, on parle d'écoute, mais ton rôle, c'est très classique, quoi. Tu démarres avec une question ouverte. Tu ouvres les chakras, voilà. Et ensuite, tu vas parce que, et en fait, tu vas essayer d'isoler au fur et à mesure. Verrouiller des portes. Voilà. Et là, ok, c'est bon, t'as compris les problématiques. Après, c'est vrai que tu peux avoir le biais de te dire, de très vite catégoriser la personne, alors qu'en fait, t'as pas encore assez d'informations. Mais ça va te faire rater la vente, ou louper une opportunité. Hors sujet. Voilà. Mais t'as raison. Et Paulo disait un truc important, la préparation. Nous, c'est dans les valeurs sales, la préparation. On prend ça parce que moi, je pense qu'on est tous les deux pareils. On s'inspire beaucoup du sport, tu vois. Moi, j'adore, quand je regarde un match de foot, je regarde surtout le coach. Tu vois, ça m'inspire à fond. Et Zidane, qui est pour moi un des meilleurs, à un moment, il y a un journaliste qui lui pose la question, mais juste raconte-nous, tu vois, t'étais footballeur, t'étais le meilleur. T'arrives entraîneur, t'es le meilleur. T'es un dieu, quoi, il est sûrement. Et lui, tout de suite, il dit non. Moi, quand j'étais joueur, je me suis préparé. J'allais à l'entraînement, je me préparais. Pareil, pour être entraîneur, j'ai pas grillé les étapes. Tu vois, je suis pas arrivé en mode, je suis Zidane, du coup, je suis entraîneur du Real Madrid tout de suite. Je suis passé par les cases comme tout le monde, en fait. Et je me suis préparé. Et en fait, ça, c'est extrêmement vrai.
aussi bien quand tu parles avec un client, tu prépares ton meeting, mais tu sais, un sales, c'est aussi des rendez-vous en interne, tu vois. C'est des one-to-one avec ton manager, c'est des deal reviews. Est-ce que tu es préparé à ça, tu vois? Est-ce que ton pipe, tu l'as maîtrisé? Est-ce que tes KPIs, tu t'es préparé? Est-ce que tu regardes tout ça? Ah, mais vous trouvez pas qu'il y a un peu la culture aussi maintenant de justement de l'immédiateté et de te dire j'y vais, de toute façon je suis le meilleur et il m'appelle à côté, en plus il me propose un salaire encore plus haut, etc. Ouais, c'est Je trouve sûr. C'est sûr. vous arrivez à vraiment à faire en sorte, moi je trouve qu'il y a un peu un côté immédiaté qui est, alors que ça prend effectivement un sales, plus il s'entraîne et meilleur il est. Oui. Mais là, du coup, il doit être un peu guidé par un manager. C'est l'exemple du foot. Il y a des coachs pas pour rien, bien en sûr. fait. Ouais, clairement. Donc oui, je pense qu'il faut qu'il y ait ce rôle de garde-fou. Justement, t'es super. S'il y a quelqu'un de super talentueux, être celui qui a le sifflet, quoi, qui rappelle à l'entraînement en permanence. Complètement. Et pour ceux qui partent pour un autre job, pour un meilleur salaire, peut-être pas les meilleurs. Ouais. Puis en fait, et je trouve que aussi ça dépend, je crois que ça dépend du niveau de ta boîte, où est-ce que tu en es. Au début, tu recherches des qualités peut-être plus entrepreneur, et puis au bout d'un moment, quand tu as un produit extrêmement solide, un marketing très fort, une équipe beaucoup plus structurée, peut-être que le côté entrepreneur, en fait, tu n'arriveras pas à les prendre parce que ça les intéresse pas en fait de rejoindre une boîte. Parce que tu n'es plus au même stade aussi. Exactement. Ça n'intéresse pas de rejoindre une boîte de 600 personnes. Tout est rodé, c'est un peu Il n'y a plus rien à découvrir, quoi. Et là, tu vas peut-être chercher d'autres qualités, tu vois. Ouais, quelqu'un avec un gros réseau peut-être, une autre. Et juste pour revenir sur des KPI un peu financières, pour revenir sur cette partie-là, je trouve que c'est toujours intéressant de donner des ordres de grandeur, et c'est des ordres de grandeur, moi, que j'ai longtemps cherché à connaître, mais qui sont durs à savoir. C'est vous qui connaissez peut-être un peu le marché du SaaS en France, typiquement. Vite, un beau SaaS fait combien d'ARR? On peut aller chercher combien d'ARR avant de plateau? Sur le marché français? Ouais. Uniquement sur le marché français? Ouais. Bon, c'est hyper variable en fonction des marchés. Ouais. Les plus belles boîtes SaaS françaises aujourd'hui, elles sont à, sans les citer, mais elles sont à probablement les 300 millions d'ARR. Ça, c'est les plus belles boîtes. Et qui ne sont pas que en France. Ouais. Qui sont déjà internationales. Ouais. Mais je pense que si tu restes uniquement sur le marché français, sur un produit mid-market. J'avais 15 en tête, quoi. Ouais, moi j'avais dit 10. Ouais. 10, bravo. Ouais. Franchement, ça commence à être. C'est bien. Ouais. Enfin, je pense que c'est une belle boîte sur le marché français. Ouais. Je pense que tu peux aller plus haut, mais à partir de 10, je pense que c'est du beau travail. Et typiquement, juste par curiosité sur la partie sur Doctolib, moi j'ai toujours trouvé que le service est génial, etc. Mais je me dis c'est pas un play compliqué au final. Nous qui sommes un peu dans le référencement, une vraie stratégie de mapping des professionnels, des médecins, etc. Et c'est vrai qu'il y avait de la concurrence. Ça a été pareil, l'agressivité commerciale qui a permis un peu d'asseoir le produit. Oui, évidemment, j'étais pas dans toute la stratégie de Doctolib, mais donc je peux dire ce que moi j'ai pu apprécier de ma chaise, quoi. Mais oui, c'est là où moi je pense que c'est la plus grosse leçon. Je me souviens d'arriver avec un préjugé que le produit ferait la différence. Et quand j'ai compris que les concurrents ils avaient le même, parfois même mieux, sur certaines fonctionnalités. Alors c'est plus du tout le cas aujourd'hui, puisque Doctolib est tellement large, ce qu'on se disait en fait, sur 10 ans, ça devient vrai. Sur les premières années, c'est les mêmes fonctionnalités. Et en plus, c'est un marché, c'est un type de business où ton avantage va être l'effet de réseau. C'est-à-dire que c'est un marché de plateforme, plus tu as d'offres, plus tu vas avoir de demandes. Et l'offre, c'est des médecins. Et donc, comment tu fais pour avoir des médecins? C'est tant pis les commerciaux. C'est ça, c'est aller chercher son avantage, sa barrière à l'entrée. Et là, en l'occurrence, c'était ça. Tous les médecins, c'est typiquement peut-être des populations qui sont moins faciles à aller chercher en digital. Faut y aller un par un. Mais une fois que tu les as, tu les as, quoi. Mais exactement. En l'occurrence, le numéro est accessible et tu as le décisionnaire directement au téléphone. Donc tu as des complexités. C'est vrai que tu aurais aimé en fait faire un giga spamming mail et recevoir des réponses. Bon, ils n'ont pas d'email. Ouais. Ils ont un Gmail, mais ils ne regardent pas.
et tu ne le trouves pas, leur email, tu vois. Donc il y a des complexités, et après il y a des trucs un peu plus simples. Tu peux avoir une équipe de 150 commerciaux, et tout ce qu'on se disait sur le playbook est beaucoup plus simple sur de la vente transactionnelle. Ça reste quand même quelque chose à faire, et c'est une prouesse de ce qu'ils ont fait, mais c'est en réalité beaucoup plus simple que de la vente compliquée, type que tu trouveras chez Dataiku. Je discutais avec le CRO de Dataiku, qui s'appelle Romain Fouache. Impossible de faire monter un BDR à account exécutive dans ces boîtes-là. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Et tu peux pas faire ce job de BDR pendant plus de 2 ans. Mais désolé, avec 2 ans d'expérience, tu seras beaucoup trop juste pour être account exécutive. Incroyable. Ouais. Et juste, pardon, c'est une petite digression, mais sur la partie purement financière, on a vu un peu le marché changer ces 6-12 derniers mois. Ouais. Quelle est un peu votre lecture de l'écosystème aujourd'hui? Aujourd'hui, vous demandez à vos équipes de faire autant de croissance, de faire une croissance plus ciblée sur vos produits phares, et vos marchés cœurs. Comment vous lisez la situation, et même auprès de vos invests potentiels. Quelle est la vision? Est-ce qu'on décale de 24 mois, on a plus de runway, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Écoute, nous, on a de la chance en cybersécurité. C'est un marché qui est pas trop touché. Paul partagera son expérience, mais on n'est pas trop touché par les réductions de budget. On a eu un peu peur au début parce qu'on a eu quand même des boîtes qui se sont séparées de pas mal de gens. Donc ça a eu un petit peu d'impact, tu vois, sur notre expansion, mais assez, tu vois, assez légère. Ouais. Et sur l'acquisition client, non, on garde nos ambitions tu vois. Vous avez un gros momentum sur le scale. Ouais. Donc on n'est pas trop impacté par ça, et on n'anticipe pas grand-chose. Tu vois, on est encore très jeune, mais non, on reste assez concentré sur les mêmes objectifs, tu vois, de l'après-crise, quoi. De croissance. Ouais. Parce que là, vous avez levé la série A. Ouais. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est que vous faisiez 100 000 d'MRR. Ouais, on faisait à peu près ça. Et là, votre offre, c'est quoi? C'est de tripler ou quadrupler? Classique. Ouais, c'est ça. Classique. Ouais, enfin, c'est notre objectif. Ouais. Et avec déjà des invests internationaux pour le coup. Yes, on a de la chance parce qu'on a certains founders de Slack, Duolingo, Vous avez des super. Sneak, boîte de cybersécurité. Donc c'est plutôt cool. On a le fonds d'investissement qui s'appelle Base 10, c'est un fonds de la vallée américaine. C'est le fait d'avoir fait Y Combinator qui vous a aidé ça aide aussi. Ça aide beaucoup. Y Combinator, c'est un beau certificat. Même pour aller choper nos premiers clients américains, c'est stylé de dire que t'as fait YC, tu vois. Ouais. Et même en France, hein, c'est connu, mais aux États-Unis, ça te permet d'avoir un petit gage un peu plus crédible. Ok. De ton côté, Paul, c'est... Ouais, sur la partie récession du économie, ça demande de l'adaptation, puisque évidemment, nous pour nos clients, c'est beaucoup plus difficile. Enfin, ça reste plus difficile de prendre une décision, alors qu'on était dans un monde où on allait vraiment beaucoup plus vite. Donc ça demande d'être encore plus fort sur la vente. Il y a notamment les premiers mois, je dirais que c'est déjà un peu en train de s'estomper. Le département finance qui venait dans les ventes. Ah ouais, à ce moment-là. Ok. Pour aller vraiment valider le ROI, le retour sur investissement du produit, avoir un regard plus froid, parce qu'on discute avec des commerciaux, c'est plutôt on se comprend. Donc il fallait convaincre le département finance. C'est un petit peu moins le cas, mais ça reste le cas. Donc on a dû développer notre jeu et devenir plus fort en montant un business case, en expliquant très précisément la valeur qui est générée chez nos clients. Donc on donne des exemples, et donc ça il faut aller le démontrer. Et évidemment, on est touché aussi sur certains de nos clients qui ont coupé leur budget, donc qui sont soit licenciés des gens, soit coupé carrément un pays. Ils ont OK, on arrête l'Allemagne, on arrête l'Espagne. Donc on est touché là-dessus, mais pareil, en fait, c'est le moment de rentrer dans la cour des grands peut-être un peu plus tôt, d'être beaucoup plus fort et d'aller limiter ça, et d'aller chercher aussi des relais de croissance sur d'autres secteurs. Là, on a lancé Bouygues Télécom. C'est une boîte
extraordinaires. Eux, ils sont beaucoup plus résilients. Et il y en a d'autres, évidemment. Je cite Bouygues parce que c'est les plus connus. Mais donc, ouais, c'est aller chercher d'autres segments de marché, faire une concentration peut-être un petit peu plus forte sur la R&D, le produit, notamment avec toute la vague d'innovation OpenAI qui arrive. Ouais, voilà, c'est monter le niveau de jeu, parce que c'est un petit peu plus dur. Ouais, c'est aussi ce qu'on constate, hein, des délais un petit peu plus longs parfois sur les signatures. Ouais. Nécessiter effectivement d'aller vite et de s'adapter à sa clientèle. Oui. Parce qu'en fait, quand on dit effectivement récession, ça dépend bien sûr des segments, ça dépend il y a pas mal de... si on creuse dans le détail, c'est pas tout le monde est impacté de la même manière à tous les étages. Je pense qu'il y a tout un segment, on va dire, start-up, scale-up qui est moins financé, c'est sûr, mais en même temps, il y a énormément de boîtes qui ont également de la croissance et qui sont pas dans ce segment-là. Donc, je pense qu'il y avait beaucoup de boîtes qui avaient des beaux résultats, mais comparé aux moyens qu'ils avaient, ça devenait décorrélé. C'est super de faire une boîte qui fait 20 millions d'ARR, mais pour avoir levé 500 millions d'euros, il y a un décalage qui est incroyable. Qui est monumental. Et qui n'est pas justifié. Et justement, rentrer dans un monde de performance, de faire plus avec moins. Quoi. Ouais, c'est bien aussi, hein, c'est autre chose, c'est clair. Puis ton outil il est quand même au cœur de ça. Donc, clairement. Ouais. On a des clients qui sont plus défensifs maintenant, qui regardent plus leurs équipes succès, sauver les clients qui sont déjà là. Donc on tourne un peu notre discours, c'est ça, être plus fort. Améliorer les taux de transfert. Ah, vous voyez ça vraiment aussi dans l'usage bien sûr, dans l'usage et surtout dans les clients qu'on signe. Des gens qui sont plus défensifs. L'équipe succès ou account manager, qui était un peu délaissée là c'était des métiers moins prio. T'étais focus croissance, donc c'était sur d'autres équipes. Et bien là ça devient prio. Ouais. T'as prévu un Mojo RH ou pas? En fait c'est déjà le cas, on a déjà t'as déjà l'avantage, on a déjà des boîtes qui utilisent Mojo RH. Notre positionnement il est positionné pour les sales parce que c'est là où ça va plus vite. C'est quoi l'usage en pourcentage sur la partie plutôt RH? Tu veux dire en termes de clients? 5%, 10%? J'aurais pas le chiffre, je pourrais regarder. Tu veux dire qu'une boîte peut aussi l'utiliser premièrement pour la partie sales et l'utiliser au fur et à mesure pour d'autres aspects? Tu vois, le rôle de account manager chez nous, on est rentré par l'équipe BDR ou account exécutive avec 5-10 personnes et on va aller chercher, au fur et à mesure que l'outil prouve, on va aller chercher ensuite d'autres équipes et aller voir le produit, le marketing, les équipes talent. Non, et donc là, vous, votre objectif pour la suite, vous êtes dans... quels sont un peu vos next milestones à viser? Je parle pour moi et je pense qu'il n'est pas très loin de ça non plus, mais moi j'aime beaucoup l'idée sur la vision la plus long terme de monter une boîte française qui rayonne à l'international. C'était le cas quand je suis arrivé chez Doctolib, on m'avait dit, tu vois, vous allez vous faire racheter par la boîte américaine, qui existait. Hein. Et en fait, quand je suis parti de Doctolib, c'était l'inverse qui allait se produire. Et ça, c'est vraiment des choses qui me parlent énormément. C'est clair, ça me parle énormément, j'y crois très fort. Je pense qu'il y a un vrai sujet culturel qu'on est en train de combattre en France et en Europe, de se dire que c'est américain, donc c'est mieux. Et en réalité, c'est pas vrai, c'est un sujet culturel. Donc de me battre pour ça, j'aime beaucoup. Donc aller le plus loin possible. Mojo, on aura peut-être des bureaux, une tour à la Défense plus tard. On peut monter un Bouygues Télécom, on peut monter une boîte comme Bolloré Logistique, Dassault Systèmes. En fait, ça a existé. Renouveler le CAC 40. La date de création de la dernière boîte qui est entrée au CAC 40, j'ai pas le chiffre en tête, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aux États-Unis. C'est même pas Facebook. Facebook, c'est limite une des plus vieilles dans le S&P, j'exagère, dans le Nasdaq. Mais donc c'est ça c'est sur la vision la plus long terme. Donc ça drive évidemment mes choix quotidiens. Sur le court terme, évidemment, on a des choix à faire par rapport aux conditions du marché. Mais en aucun cas, ça doit impacter mon plan long terme. Et tu te vois vraiment plus à long terme, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, t'as pas cette vision, après, ça évoluera peut-être, hein, mais je fais mon activité sur quelques années, je fais autre chose, etc. T'as une vision quand même long terme. Si je fais plus ce que je fais aujourd'hui, je le recommencerai. Ouais. Avec Jérôme, c'est tellement été un rêve de faire ce que je fais là, en tout cas pour moi. Ça fait depuis que j'ai 20 ans que je sens que je veux faire ça. Ouais. Et il s'est passé plein de trucs et l'aventure d'Octave, c'était un exemple super concret. Et c'est ça aussi la force de ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
bon, c'est vrai qu'on cite des mots anglais toutes les 2 phrases, mais il faut quand même se rendre compte de ça. LinkedIn, ça pullule de posts LinkedIn de start-upers, ça peut parfois être exaspérant, mais il y a cette force quand même que toutes ces boîtes, on disait là, les premiers Price Minister ont formé des employés qui sont devenus des entrepreneurs. Stanislas, le CEO de Doctolib, ou Armand Tiberge, c'est les gars de Sendinblue, c'est des gars qui ont été formés par une next génération, enfin la génération d'avant. Et moi-même, j'espère monter une boîte qui irait à la cheville de Doctolib, mais en tout cas, j'ai été formé par ça. Et j'espère qu'il y a des gens qui se forment chez moi aujourd'hui. Et j'en suis sûr. Donc ça, participer à ça. Et pour la France, quoi. Moi, ça me fait plaisir de t'entendre dire ça, sincèrement, parce que c'est partagé. Et c'est vrai que je pense qu'on le dit pas assez. Ouais. Et ouais, c'est important qu'on construise les boîtes de demain, qu'il y ait des changements, qu'il y ait des évolutions, qu'il y ait du rêve, qu'il y ait un peu de rêve. Ouais. Et en plus, je pense que c'est bien, quoi. Il en faut, quoi. Donc c'est vrai qu'on est assez chauvin au final, mais assez peu sur ça. Assez peu sur ça, ouais. Il faut donner envie, quoi. Je pense et en fait, on parle aujourd'hui, dans notre génération, c'est des gens qui sont hyper intéressés de bosser pour des boîtes qui ont du sens, qui ont une mission. C'est pas forcément évident de relier des boîtes comme les nôtres, qui sont très business, à du sens et une mission. Mais en fait, faut pas sous-estimer en fait l'impact que peut avoir juste de créer des emplois sur l'économie. En fait, là, on le voit bien. D'ailleurs, on est en train de vivre le sujet crise, ce qui nous fait peur, des licenciements, etc. En fait, on voit quand même la valeur d'avoir un plein emploi, d'avoir une économie qui tourne bien, et pour ensuite la transformer sur plein d'autres sujets, réchauffement climatique, etc. Je suis sûr que GPT peut faire des choses là-dessus sans connaître trop le détail. Mais donc participer à ça, quoi. Ouais, moi je pourrais pas dire mieux. En fait, c'est drôle. En lançant le marché des US, du coup, on s'est quand même pas mal déplacé. On a fait des salons. Du coup, on a rencontré beaucoup de boîtes américaines. Et c'est drôle, nous Français, on a un complexe, tu vois. On se dit, les Américains, ils sont monstrueux en marketing, en sales, en marketing, etc. Et puis en fait, quand tu vas dans les salons, en fait, c'est les mêmes, quoi. Ils sont pareils que nous, ils réfléchissent, enfin, ils ont les costards trop grands. Ouais, ça c'est vrai. C'est pas très beau chez eux. Non, mais tu te rends compte qu'en fait, on s'est fait un film. Il y a une culture européenne et un style de vie, un cadre de vie qui est poussé. En fait, nous, on a de la chance d'avoir un pays incroyable, avec des gens très intelligents, très performants. Est-ce que c'est pas une image de notre génération et plus vraiment celle qui a l'image de la génération d'après? Est-ce que la génération d'après voit vraiment les US comme étant Peut-être que ça va changer, hein. Peut-être que ça va changer. C'est drôle parce que je crois que c'est Macron hier qui a commencé à dire bon, les US, il faut qu'on lâche un peu, quoi. Ouais, c'est ça, qu'on lâche un peu. Et je trouve que je suis assez d'accord avec ça. Tu vois, Paul, il parlait des anglicismes qu'on balance tout le temps. J'ai horreur de le faire, je le fais tout le temps, sur chaque phrase, tu vois. Et d'ailleurs, c'est un truc de dingue. Moi, je suis peut-être un peu plus extrême que Polo, mais tu vois, cette notion, tu vois, quand l'anglais, c'est la langue internationale, c'est la langue de business, tu vois. Si c'est la langue du business, c'est parce que c'est les Américains qui l'ont imposé, tu vois. Et je trouve que c'est trop cool de maîtriser notre langue, le français. Même si demain tu te lances aux États-Unis, je sais pas, il y a les Américains, ils peuvent aussi apprendre à parler le français, tu vois. Ils ont 20 000 mots dans leur langue qui sont des mots français. Tu vois, donc en fait, c'est plus facile pour eux. Et non, en tout cas, peut-être que j'exagère, mais je pense que le rayonnement de la France, pour moi, c'est hyper important. Toutes les boîtes qu'on monte aujourd'hui en France, et ben en fait, on ferme la porte à des boîtes étrangères qui l'auraient fait. Tu vois, Doctolib, ça aurait été tellement relou de se dire que c'était une boîte étrangère qui montait ça, tu vois. Ouais, parce que Google serait pas gêné, tu vois. Et quand tu vois le Patriot Act, le RGPD, etc., en fait, tu te rends compte que ça a de l'importance. C'est pas niais, quoi, comme sujet. Pareil, je pense que ce sera peut-être le mot de la fin, mais en tout cas, c'est partagé également de mon côté, du tien, mais ouais, je pense que c'est important de le... Tu veux balancer un débat. Je suis désolé, je suis pas d'accord. Cocorico. On va passer la Bretagne, mais... Ouais, c'est plus la Bretagne. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, ça explose, là. À fond. Merci beaucoup, messieurs. Merci, les amis. Merci d'être grand passés, merci. c'était super. Merci. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup.